Mardi 11 octobre, il est 9h30. Bienvenue à tous dans Good Morning Mondial. Notre grand invité du jour est Volkswagen. Avec vous, Jacques Rivoal. Vous êtes président du directoire VV Group en France. Bonjour. Bonjour. Que de révélations et de nouveautés pour Volkswagen à l'occasion de ce mondial qui restera, j'en suis sûr, sans doute comme le début d'une ère nouvelle pour le groupe en France. On aura l'occasion d'échanger tout à l'heure. À votre côté, Éric Champarneau, associé au BIP. Le Bureau d'information et d'études économiques. Éric, vous nous direz que non, le diesel n'est pas mort, mais qu'en plus les constructeurs ont le plus grand besoin des motorisations diesel de nouvelle génération pour répondre aux prochaines normes de dépollution. En face de vous, François Roudier, porte-parole du comité des constructeurs français d'automobiles. Bonjour François, le CCFA. Nous ferons le point sur le marché français qui pourrait, m'a-t-on dit, dépasser cette année les 2 millions d'immatriculations, mais aussi justement sur l'inclusion des nouvelles mobilités dans cette édition 2016 du Mondial de l'automobile. Et ça tombe bien parce que juste à côté de vous, nous allons parler des nouveaux opérateurs de mobilité connectés, partagés avec vous, Julien Honard. Bonjour. Bonjour, vous êtes fondateur de l'appli Waze Up. Vous permettez aux automobilistes de partager les véhicules pour les trajets domicile-travail. En voilà une bonne idée. En seconde partie de cette émission, nous parlerons du retour des véhicules au gaz naturel, le fameux GNV ou le biogaz. Ben oui, parce qu'on avait un peu trop tendance à vouloir l'enterrer, mais il revient en force sur cette édition du Mondial de l'automobile. Allez, tout de suite, c'est l'actu. Parlons un petit peu du marché russe qui est à nouveau à la peine en septembre. Les immatriculations sur le marché russe sont en baisse de 10,9% et au cumul depuis le début de l'année de 14,4%. Donc c'est la dépression sur le marché russe. Sachez qu'1 million à peu près d'automobiles ont été immatriculés depuis le début de l'année. Par comparaison, en France, on en est déjà à peu près à 1 500 000. Cocorico. Si on rentre dans le détail des immatriculations, Renault en Russie est l'un des seuls qui n'essuie pas la tempête. Ses ventes augmentent de 1% le mois dernier, mais baissent de 7% au cumul. Donc Renault fait mieux que le marché russe. En revanche, PSA, lui, est vraiment à la peine avec une baisse de 37,7% depuis le début de l'année. Toujours sur le marché russe, bien sûr, c'est pas du tout la même chose sur le marché français, précisons-le. Nissan, une information pour le réseau européen. Bernard Loire, vice-président de Nissan Western Europe, précise que la bonne santé de son réseau est le pilier d'une croissance rentable en Europe. Quelque part, on s'en serait douté, mais c'est l'un des objectifs du plan mondial de Nissan qui s'appelle Power 88, alors 2 x 8 comme 8% de part de marché et 8% de marge opérationnelle. Bernard Loire déclare « Notre réseau est rentable depuis 6 ans en Europe et se place dans le top 3 des marques généralistes en termes de rentabilité. Cela en fait une franchise attractive, avis aux candidats concessionnaires, mais cela encourage surtout nos distributeurs, donc nos concessionnaires, à réinvestir quand cela est nécessaire. » Et ça, c'est un appel du pied parce que Nissan lance évidemment la nouvelle Micra et les distributeurs du réseau français et des réseaux européens sont fortement invités à moderniser leurs standards dans les showrooms et notamment à passer à l'ère numérique. On revient en France avec une nouvelle qui concerne l'équipementier Mecaplast, un plasturgiste donc franco-monégasque. Mecaplast a annoncé ce lundi, c'est-à-dire hier, avoir conclu un accord pour acquérir le groupe américain Key Plastics Corporation afin d'élargir son portefeuille de clients et son assise géographique. Mecaplast va donc peser à peu près 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires à l'issue de cette acquisition et rentre ainsi dans la cour des grands. C'est ce que déclare son PDG Pierre-Olivier Beck. Et puis toujours en France, le groupe PSA ainsi que les 2 ONG Transport et Environnement et France Nature Environnement annoncent publier officiellement leur protocole d'essai en conditions réelles, donc des véhicules neufs. C'est un protocole fiable issu d'une démarche scientifique robuste, c'est ce que déclare PSA. Bureau Veritas est l'organisme de certification et de contrôle de ce protocole qui comprend 3 critères principaux. La sélection et la vérification du véhicule, bien sûr, le roulage du véhicule et la mesure, ainsi que le post-traitement des résultats de mesure. Et d'ici à fin 2016, PSA annonce qu'un total de 50 résultats mesurés en 2016 seront disponibles sur le site internet des 3 marques, donc Peugeot, Citroën et DS.
Toujours en France, une information diffusée par le comité des constructeurs français d'automobiles. 29 milliards d'euros, c'est la somme allouée par les constructeurs et les équipementiers français pour la recherche et le développement. C'est une somme absolument colossale, mais c'est durant les 5 dernières années. 17 000, pas 1000, mais 17 000 chercheurs travaillent pour la filière automobile au total en France. La part de l'industrie automobile dans les investissements totaux en recherche et développement atteint 13% des entreprises françaises, de l'ensemble des entreprises françaises. L'automobile est ainsi dans le top 3 des investissements de R&D en France, juste derrière l'aéronautique et devant l'industrie pharmaceutique. Alors ces dépenses évidemment ont un effet d'entraînement sur ces fournisseurs, comme les entreprises de plasturgie, on a parlé à l'instant de Mécaplast, ou d'électronique. Alors évidemment, vous pouvez découvrir sur ce mondial 2016 des grands équipementiers mondiaux, comme Forcia, avec un stand extrêmement intéressant qui expose Forcia des cockpits complets, ou bien Valeo et ses solutions d'aide à la conduite électronique. Sur le mondial aujourd'hui, le rallye jeune FFSA, la Fédération française du sport automobile, recrute ses futurs talents pour le rallye automobile tous les jours, jusqu'à dimanche 16, donc dernier jour du mondial. Si vous avez moins de 18 ans, vous pouvez venir vous faire remarquer par les casteurs de la Fédération française du sport automobile. Il suffit de vous présenter à l'extérieur du hall 3, devant la piste de course qui vous est ouverte à tous, et de réaliser bien sûr un temps canon, bien entendu, sur le mini-circuit. Les pilotes en herbe doivent prendre des virages en épingle, slalomer entre les quilles sans en toucher une seule. Les plus rapides auront la chance de participer à la finale et de s'envoler pour le championnat de France des rallyes, rien que ça. Et les meilleurs d'entre vous, chers candidats, finiront en WRC3. C'est tout le malheur qu'on peut vous souhaiter. Tout de suite dans Good Morning Mondial, place à notre invité, Volkswagen France. Jacques Rivoal, président du directoire Volkswagen Group en France. Le mot d'ordre chez VV aujourd'hui, c'est Think New, penser nouveau. Et cela se voit en réalité sur votre stand, un tout nouveau stand qui est absolument bourré de nouveautés, mais aussi d'informations. Je vous propose de le découvrir ensemble et avec vous, chers internautes, avec Alain Veil, chef du service produit. Nous sommes sur le tout nouveau stand Volkswagen que nous avons inauguré à l'occasion de ce mondial de l'automobile, et un stand qui est placé sous le label Think New, qui est un petit peu le jour zéro de la nouvelle philosophie Volkswagen, de sa nouvelle stratégie, qui est basée autour de plusieurs axes. Le premier, c'est le développement durable, avec notamment l'électromobilité. Le deuxième, c'est la voiture 100% autonome. Il y en a un autre qui est la connectivité et puis l'ergonomie de nos véhicules pour rendre la vie encore et toujours plus facile à bord. Le tout nouveau concept qui illustre cette philosophie Think New, qui s'appelle ID, c'est une voiture 100% autonome, 100% électrique sur la toute nouvelle plateforme que nous appelons dans notre jargon MEB, qui a la particularité de ne plus avoir de capot pour recevoir notamment un moteur thermique, mais d'avoir les roues aux 4 extrémités du châssis et surtout un plancher avec des batteries qui permet une plus grande autonomie de la voiture. Et puis grâce à ce concept ID, nous avons une voiture qui, de la taille d'une Golf, offre l'espace intérieur d'une Passat. Et pour faire découvrir à tous nos amis visiteurs qui viendraient découvrir ID, découvrir ce nouveau véhicule, nous avons installé un espace de réalité virtuelle où avec des lunettes 3D, nos visiteurs pourront découvrir le nouveau concept ID de l'intérieur comme de l'extérieur, toucher et vivre cette belle expérience que nous souhaitons mettre sur les routes d'ici 2020. Quelle révélation cette nouvelle ID qui préfigure donc une toute nouvelle gamme de véhicules électriques dès 2020, Jacques Rivoal. Oui, le mondial de Paris pour nous était particulièrement important puisque c'était la tribune pour dévoiler notre nouvelle stratégie. Jusque-là, on était animé dans le cadre d'une stratégie qui avait un terme qui était 2018, avec des objectifs de volume, de profitabilité, de satisfaction des clients, qui ont tous été atteints avant leur terme. Donc il était nécessaire maintenant de redéfinir une nouvelle route pour l'entreprise. Donc c'est cette stratégie Together 2025, avec effectivement, comme ça vient d'être expliqué dans le petit film, donc en fait la prise en compte des nouvelles tendances de la société, l'urbanisation, la digitalisation, la pression environnementale. Oui, il est magnifique le stand, on apprend
comprend plein de choses. Voilà, et donc nous, notre réponse, c'est finalement la voiture de demain, enfin du futur, c'est une voiture qui sera à la fois électrique, connectée et autonome. Donc c'est comme ça qu'on voit l'avenir de l'automobile. C'est ce que représente donc le démonstrateur ID? C'est ça, l'ID c'est un peu le prototype de ce qu'on veut faire. Ça sera basé sur une plateforme dédiée aux véhicules électriques, sur laquelle progressivement toutes les marques du groupe développeront leurs produits. Mais au-delà de l'électrique, encore une fois, ce n'est pas uniquement la propulsion électrique qui s'imposera à moyen terme comme étant la plus performante sur le plan environnemental, mais c'est aussi la connectivité, c'est-à-dire un smartphone sur 4 roues. Ce sera ça l'automobile demain. Il n'y a plus de rupture entre le domicile et le bureau. Et puis donc la voiture autonome, là plutôt on est à l'horizon 2025. Alors on en oublierait presque que VV propose déjà depuis plusieurs années une gamme de véhicules électriques. Regardez. L'histoire de Volkswagen avec l'électrique a démarré en 2013 avec la e-Up. En 2014 est arrivée la e-Golf. Et depuis, nous avons aussi lancé des hybrides rechargeables. C'est-à-dire qu'on a une voiture avec à la fois une batterie et un moteur thermique, 50 km d'autonomie en 100% électrique, c'est-à-dire le trajet moyen d'un Européen quotidien. Et puis ça s'est développé sur Golf et sur Passat, qu'on appelle GTE. Et puis aujourd'hui, à l'occasion du mondial, en première mondiale, nous présentons la e-Golf, deuxième génération, qui elle reçoit une autonomie de 300 km. Donc voilà, petit à petit, entre aujourd'hui et 2020 avec ID, nous passerons de 300 à 600 km d'autonomie. Et oui, effectivement, Volkswagen et l'électrique, c'est déjà une véritable histoire et une gamme, Jacques Rivoal. Oui, on a déjà investi dans l'électromobilité, donc on propose des véhicules 100% électriques, la Golf, la Up, mais aussi des véhicules hybrides sur une Golf, sur une Passat, sur une Audi A3. En fait, on essaye d'investir dans tous les domaines des nouvelles formes d'énergie. On n'a pas fait un choix unique et on pense qu'à long terme, effectivement moyen long terme, c'est quand même l'électrique qui va s'imposer. Est-ce que vous avez payé pour voir? Parce que vous n'avez pas énormément communiqué finalement sur les véhicules hybrides ou électriques. Oui, écoutez, je crois que le problème, c'est pas d'être les premiers ou d'être précurseurs. Le problème, c'est d'arriver quand les technologies sont matures. Aujourd'hui, on pense que l'électrique, elle rencontre 3 problèmes qu'il faut régler. C'est le manque d'autonomie. 200 ou 300 km, c'est pas assez. On a des annonces sur le mondial. Voilà, nous, on pense qu'il faut arriver à 600. Donc c'est là-dessus qu'on travaille. Il faut aussi travailler les coûts pour rendre l'électrique en gros abordable comme les moteurs thermiques diesel. Et puis bien sûr, il faut que le réseau de recharge se développe. Donc c'est pour ça qu'on pense que ces trois freins seront progressivement levés. Donc demain, une électrique à 600 km d'autonomie au prix d'un diesel performant et avec des réseaux de recharge qui se sont développés, effectivement, c'est la meilleure solution environnementale. Alors ça, c'est votre promesse avec la ID justement, 600 km d'autonomie à un prix... on dit affordable, abordable. Exactement. Ouais. Et puis évidemment, sur votre stand, on n'oublie pas les véhicules qui se vendent à monsieur et madame tout le monde en grand nombre. Et le nouveau Tiguan, déjà sorti en concession et que tous ceux qui n'ont pas eu la chance de découvrir peuvent admirer sur votre stand. Regardez. Le nouveau Tiguan a été lancé en avril. Ici, il est présenté dans une motorisation TDI 240 chevaux avec un pack Airline qui... le rend encore plus musclé et montre un petit peu cette force du Tiguan dans notre gamme, puisque c'est aujourd'hui une icône au même titre que la Golf. Le Tiguan est semi-autonome, il est capable de maintenir la trajectoire et de la corriger, il est capable de suivre le véhicule qui vous précède jusqu'à l'arrêt du véhicule si le véhicule qui vous précède freine, et de réguler sa vitesse en fonction de la distance qui précède le véhicule. Mais vous avez aussi un nouveau système qui vient d'être inauguré sur le Tiguan, qui s'appelle le Security and Service avec l'appel d'urgence automatique. Donc si vous avez un accident avec votre voiture, la voiture le détectera et lancera un appel à une plateforme dédiée où quelqu'un, un opérateur, vous répondra dans la langue dans laquelle est paramétrée la voiture pour faire un pré-diagnostic et dimensionner les secours d'urgence en conséquence avec la géolocalisation de la voiture. Oui, et le Tiguan, Jacques Rivoal, c'est un best-seller de la marque depuis son lancement en 2007 qu'il fallait absolument renouveler. Oui, je crois que le Tiguan est probablement une des références dans le segment des SUV. Et là, on arrive avec une offre complètement renouvelée, je crois, qui a déjà rencontré un énorme succès. Et on aura une double offre. Donc là, on a commercialisé déjà le Tiguan court, je dirais. Et l'an prochain, donc, on offrira un Tiguan rallongé. En fait, le Tiguan, pour nous, c'est l'expression de cette véritable offensive dans le segment des SUV. Bon, le SUV, c'est le trend qui explose aujourd'hui sur le marché français, clairement. On avait déjà une
offre SUV dans le groupe, Tiguan, il y a aussi Q3, Q5 chez Audi. Et là, on présente sur le mondial le début de notre offensive SUV. Donc il y a un Kodiaq chez Skoda, un SUV de 4,70 m, un ATK chez Seat, un Q2 chez Audi. Non, jetez plus, il y en a partout. Et en fait, mais vous appuyez sur 4 marques, hein, vous avez des cartes dans votre Oui, jeu. c'est pour ça qu'on dit, pour nos chers clients, ne vous compliquez pas la vie. Si vous voulez un SUV, allez dans une des marques du groupe Volkswagen. Entre 4 mètres et 5 mètres, à peu près tous les 10 à 15 cm, on est capable de répondre à vos besoins. Et puis également tous les 4 à 5 mètres sur les stands, hein, il y en a partout. Voilà. Hein, bon. Le SUV, c'est plus de 22% des immatriculations en France depuis le début de l'année. C'est la catégorie que vous plébiscitez, chers internautes. Hein. Oui, je crois que le SUV, ça conjugue finalement le confort d'une berline, l'espace d'un monospace, et puis un design assez attractif. Donc c'est clairement la tendance à la mode. C'est vrai que la moitié de la hausse du marché aujourd'hui en France est tirée par les SUV, et on projette plus dans l'avenir. Plus 20% à peu près hein, cette année. Et on pense que ça va continuer. On n'est pas encore à la fin du trend des SUV, et donc il faut offrir des nouveautés à nos clients. Ouais. Et puis alors, vous n'oubliez pas l'ADN de votre marque et vous fêtez un événement cette année. Ce sont les 40 ans de la fameuse Golf GTI avec une version Club Sport du meilleur cru. Golf GTI a 40 ans cette année et à cette occasion, cette GTI Club Sport est présentée, notamment ici sur le Mondial de l'Automobile. Et elle a la particularité de proposer 265 chevaux et jusqu'à 290 chevaux avec un mode boost qui se commande en enfonçant la pédale d'accélérateur pour encore plus de plaisir, sans s'oublier que ça peut être une voiture de tous les jours, bien évidemment, avec toute la souplesse qu'elle peut offrir en la conduisant tous les jours. Et oui, voilà, la Golf GTI, c'est un mythe qui poursuit sa carrière aujourd'hui, encore renouvelé, Jacques Rivoal. Oui, je crois que la marque Volkswagen, elle a un ADN fort. C'est la marque Volkswagen, la marque proche des gens, la marque du peuple. Et donc, on essaye de capitaliser sur notre histoire. Donc, c'est vrai qu'on a eu des véhicules iconiques. La Golf en fait partie, la Golf GTI encore plus, la Coccinelle. Voilà, donc on essaye d'entretenir effectivement ce qui forme les racines de l'origine de la marque. Alors je voudrais qu'on parle un petit peu de vos ambitions et de vos réalisations sur le marché français. Ça nous intéresse tous, Jacques Rivoal, avec une marque Volkswagen qui pèse à peu près 7,5% du marché aujourd'hui, hein, c'est ça. Vous avez déjà été un petit peu plus haut. Voilà, vous êtes en plein renouvellement plan produit avec ce nouveau Tiguan. Vos ambitions pour 2017 ? Oui, clairement, cette année 2016, c'est un peu pour nous une année de transition. Bon, après les événements autour du diesel l'an prochain, clairement, on a souffert un petit peu en fin d'année dernière et en début d'année en prise de commande. C'est un peu ce qu'on a constaté sur cette première partie de l'année. Que vous avez subi, hein, ces événements. Oui, bien sûr. Alors, je dirais qu'aujourd'hui, on a quand même le sentiment, et plus que le sentiment, la perception que les choses sont un peu derrière nous. D'autant plus qu'aujourd'hui... les 3-4 derniers mois, on est revenu à des parts de marché en commande, en pénétration commande. Remonté, effectivement. Voilà, on est autour de 8%, ce qui est l'étiage de la marque. Donc on pense qu'on va faire, déjà sur le mois de septembre, on a fait une performance nettement supérieure à l'évolution du marché. Et on voit donc de nouveau les prochains mois sur ce niveau-là. Donc on va revenir à des niveaux de performance plus conformes à l'ambition de la marque. Oui, il y a un capital confiance entre les clients Volkswagen qui n'a pas été fondamentalement écorné en réalité. Non, je crois que la marque est très forte. Bon, elle a traversé des moments un peu animés, turbulents, mais je pense que... Et vous aussi, forcément, les équipes. Hein. Oui, mais les clients nous ont témoigné notre confiance, leur confiance dans la marque. Je pense qu'on peut qualifier la marque, j'aime bien le mot résilience, hein, la marque est forte. Tout à fait. La marque a des ADN très très forts qui sont capables de traverser des événements. Bon, d'autant plus qu'aujourd'hui, il faut quand même le dire, ce qui ressort de ces événements autour des émissions de diesel, c'est que finalement les marques et les moteurs les plus performants, ce sont les moteurs de notre groupe. Donc c'est quand même a été établi par différentes ONG, les rapports de la Commission royale, etc. Donc je pense que quelque part ça aussi, ça s'établit un peu dans des choses importantes dans l'opinion publique. Il faut dire et répéter. Hein, oui, il faut le dire parce que c'est quand même, il y a plein de débats, il y a plein de confusion sur ces sujets d'émissions. Il y a une donnée factuelle qui elle est indiscutable, c'est ça, c'est les émissions en situation réelle. Et là, donc encore une fois, nos moteurs, nos motorisations, nos marques ressortent comme les plus vertueuses. Alors il y a un nouveau protocole d'émission dont j'ai oublié les initiales dans l'immédiat. Éric Champernaud, RDO.
RDE, voilà, qui va être prochainement mis en œuvre et il utilisera des roulages, donc la mise en situation réelle. J'imagine que vous l'attendez, vous, constructeurs, avec impatience? Oui, je crois que c'est le plus grand enseignement qu'il faut retenir de cette crise médiatico-politique autour du diesel. C'est qu'on en sortira par le haut, finalement. Voilà, et que la société demande que effectivement les protocoles d'homologation évoluent. Ils ont 20 à 25 ans, ces protocoles d'homologation. Ils ont été conçus à une époque où la pression environnementale n'était pas celle d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ce que demande la société, c'est on veut savoir, lorsqu'on achète un objet automobile, un produit automobile, ce qu'il rejette en émissions réelles. Et c'est ça qui sera mis en place l'an prochain avec le RDE, qui est un formidable progrès pour l'ensemble de l'industrie automobile dans la transparence vis-à-vis de nos clients. Il faut le mettre en avant et le souligner. En attendant, vous vendez des voitures, donc bonne performance en septembre, des niveaux de commande élevés manifestement augurant bien des derniers mois de l'année. Et puis il y a quelque chose qui frappe chez vous, c'est toutes les formules de financement. Vous êtes très dynamique sur ce secteur. Vous avez d'ailleurs ce qu'on appelle une captive, hein, c'est un organisme de financement interne finalement dédié aux clients, au grand public. Très forte progression des financements en location avec option d'achat. Oui, on croit beaucoup au financement et au financement fidélisant, parce que je crois que c'est vraiment une proposition qui est gagnante pour tout le monde, c'est du win-win. Pour nous, les constructeurs, ça nous permet de fidéliser nos clients. Nos enquêtes démontrent que les clients qui prennent un financement avec une location avec option d'achat renouvellent en général plus et plus tôt. Et pour le client, c'est bien sûr une garantie de lisibilité. On sait exactement ce que coûte, parce qu'autour de la location de financement, souvent il y a des prestations d'entretien. Il y a des services comme l'entretien, la garantie. Vous pouvez budgéter votre consommation d'automobile. Donc je pense que c'est vraiment quelque chose auquel on croit beaucoup, c'est notre intérêt, et c'est l'intérêt du client, et c'est pour ça qu'on investit beaucoup dans cette action commerciale. Et alors vous avez même innové parce que vous proposez, je crois, hein, un produit de financement en LOA sur le véhicule d'occasion. Oui, c'était une grande demande de nos réseaux, de dire il faut qu'on traite le véhicule d'occasion comme le véhicule neuf. C'est quelque chose qu'on propose, qui est encore à développer. Oui, parce que c'est peu connu. C'est peu connu, les vendeurs ont encore parfois un peu de difficulté à promouvoir ce produit, mais on croit aussi beaucoup à ça pour le véhicule d'occasion. Alors on a parlé du diesel ensemble, vous avez été très transparent et je vous en remercie, mais savez-vous que les motorisations diesel ont de l'avenir en termes de vente? Eh bien nous, on vous le dit et c'est dans l'écho. Avec vous, Éric Champarneau du Bureau d'information et d'études économiques, le BIP. Vous suivez de près la filière automobile dans vos études et vous prenez le pari, aujourd'hui avec nous sur ce plateau, eh bien oui, que les diesels modernes vont continuer à séduire les consommateurs. Pourquoi ? Alors, le pari. Oui, disons que c'est une prévision. Une prospective. Une prévision fondée sur. On n'est pas au casino. Voilà. Absolument. Ou dans les paris sportifs, c'est fondé sur des observations, des analyses et des calculs. Il arrive aux acheteurs automobiles de réfléchir, d'arbitrer dans leur intérêt économique avant d'investir et d'acheter une voiture ou de la louer. Et aujourd'hui et demain, de grandes niches, catégories, réservoirs de clientèle auront intérêt à acheter diesel pour optimiser. Alors vous dites des grandes niches, hein, ça sous-entend quand même que même si elle est grande, ça reste petit ou pas? Non, des très grandes même, puisque aujourd'hui en projection... Des chenilles alors, complet. Oui, complètement. Aujourd'hui en projection, on a des taux de diesel qui dans les scénarios les plus sombres sont encore au tiers du marché à un horizon 2020-2025. Au tiers du marché? Oui, d'accord. Dans les horizons les plus sombres, et on va jusqu'à 45% dans certains types de scénarios. D'accord, et ça c'est en France ou en Europe? Là on est en France. On est en France. On a une situation qui est plutôt convergente en Europe en fait. Alors vous dites convergente en Europe. Vous dites entre 30 et 45% d'ici 2025. Alors on va prendre les chiffres d'aujourd'hui. Les voitures diesel représentent en France 52% du total des immatriculations depuis le début de l'année. Elles sont en baisse de 5%. Oui. Donc vous pronostiquez que le diesel va continuer à s'effriter doucement. Complètement. Alors si on fait un peu d'abord de rétrospective, 2011-2013, on était plutôt à 70%. 2014, 63%, oui. 2015, 57%, oui. Et aujourd'hui, vous venez de le dire, on sera légèrement au-dessus de 50%. Alors d'où la question, est-ce que le diesel va vraiment être en mauvaise passe? Alors, vous répondez finalement pas du tout, parce que
45% dans le meilleur des scénarios, c'est presque autant que 52 aujourd'hui finalement. Dans le meilleur des scénarios, peut-être pas le plus probable. On pourrait passer en dessous de 40%. Est-ce que c'est le fait de justement les multiples propositions en termes d'énergie, parce qu'on a bien sûr l'essence, mais on a aussi les motorisations hybrides et l'électrique. Absolument. Alors voilà, il y a deux phénomènes qui jouent un peu dans le même sens. Le premier, c'est qu'on a eu un enchérissement du coût du diesel. Les normes de pollution, la pression environnementale dont parlait M. Rivoal, s'est matérialisé par des normes qui ont entraîné le besoin de mettre des systèmes de dépollution. Alors aujourd'hui, on est Euro 6. Voilà, on est Euro 6. Un jour, on sera Euro 7 et à chaque fois, ça coûte un peu plus cher. Et donc, le différentiel de prix entre le diesel et l'essence a augmenté. Alors que dans le même temps, les kilométrages diminuaient. Et que donc la capacité à amortir le différentiel de coût diminue aussi. Alors c'est pour ça que vous parlez de niche, hein, voilà. C'est-à-dire plutôt des segments de marché. Absolument. Pour être tout à fait précis et économique. Alors du côté ça va être les grands rouleurs, les gens qui roulent plus et qui dans la durée, au bout d'un certain nombre de kilomètres, auront amorti avec le différentiel de prix du carburant tant qu'il existera. Alors on oublie, oui bien sûr, alors ça à mon avis, il n'est pas prêt de s'arrêter le carburant diesel. On rappelle une chose, c'est qu'il y a un déplacement des immatriculations, vous commenterez après, il y a un déplacement des immatriculations vers les professionnels justement. Alors ça milite en faveur du diesel. Oui, parce que pas mal d'avantages fiscaux à acheter diesel, notamment et principalement la capacité de récupérer 80% de la TVA pour les professionnels. Gazole, alors tant que ça restera, les professionnels seront majoritairement diesel. C'est des mesures gouvernementales qui restent stables. On verra si ça dure aussi longtemps que les impôts. Mais aujourd'hui, déjà aussi, les entreprises, le taux de choix diesel a diminué. On était à 88% il y a quelques années, on est plutôt vers les 75% aujourd'hui. Oui, et on voit que des parcs essence se développent ou des parcs hybrides. Sur certaines utilisations des véhicules de direction, des poules. Absolument. Alors vous le disiez tout à l'heure, les progrès des propulsions alternatives au diesel sont nombreux. Dans l'essence, les 3 cylindres, l'hybridation des véhicules, tous ces éléments sont venus offrir une concurrence au diesel et on a effectivement une parcellisation du marché en termes de powertrain, de chaîne de traction à prévoir ces prochaines années. Voilà, c'est ça. Et puis dans le même temps, on peut dire que les technologies du moteur essence ont considérablement évolué et les motorisations essence grimpent cette année de 22% pour atteindre presque 44% des cartes grises. Alors je m'adresse à vous, Jacques Rivoal, les motorisations TSI et TFSI, les clients les adorent. Oui, en fait, nous, on est assez neutre sur le plan technologique. On s'adaptera aux évolutions. Effectivement, on voit bien que le diesel, en 5 ans, a perdu 20 points de part de marché. Bon, en même temps, il y avait une surreprésentation du diesel en France, donc on va revenir la France, à la norme. Le pays du diesel. Oui, on va probablement finir l'année autour de 50% de part de marché du diesel en France. C'est la moyenne européenne à peu près. Donc on sera revenu à un niveau normal. Bon, après, nous, les constructeurs, il faut s'adapter. Nous, on est capable de proposer, on a parlé tout à l'heure des motorisations électriques, hybrides. On est aussi reconnu comme étant un constructeur leader sur les motorisations essence et diesel. Donc on s'adaptera en fournissant toujours des technologies parmi les plus performantes. Et puis on se souvient de la fameuse publicité Volkswagen qui disait un TDI, c'est un diesel qui a réussi. Ça, c'était il y a une dizaine d'années. Oui, mais je crois que moi, je rebondis sur ce que disait mon collègue du BIP. Je crois qu'il faut arrêter le diesel bashing. C'est clair que demain, pour tenir les engagements que nous fixent les autorités européennes sur les réductions de CO2, bon, l'électrique bien sûr, mais l'électrique c'est quand même le moyen terme, le long terme. Le diesel aura toujours On a toujours besoin du diesel et il faut affirmer que le diesel récent, le diesel moderne, aujourd'hui Euro 6, est tout à fait performant sur le plan environnemental. Éric Champarneau, je me permets de citer Gilles Leborgne, le directeur recherche et développement du groupe PSA. Il a déclaré en ouverture du mondial, pour respecter les normes de dépollution très sévères des véhicules d'ici à 2025, nous devrons nous appuyer sur toute la palette des motorisations, y compris beaucoup de diesel de nouvelle génération, donc Euro 6, et déclinaisons encore plus sévères. Est-ce qu'il faut le croire ou nuancer son propos? Non, je suis entièrement d'accord avec ce propos. Je présenterai dans quelques minutes, dans le cadre de la plateforme automobile française, des projections à 2035 mondiales de la demande en énergie des parcs roulants. Et il est très clair que les ambitions et les objectifs de réduction de CO2 pour les véhicules roulants ne seront atteints qu'avec du gazole et du diesel. Aujourd'hui, les véhicules électrifiés
partiellement ou totalement ne pèseront pas assez à court terme. Et le diesel, c'est 15 à 20 à 25% de consommation d'énergie en moins. Donc il faudra du diesel pour atteindre ces objectifs. C'est un fait. C'est un fait, donc la vie reste rose pour le diesel. Jacques Rivoal, on parlait des investissements, du fait que les motorisations les plus dépolluées, donc les Euro 6, coûtent plus cher que les précédentes générations. Mais il faut bien reconnaître que les véhicules hybrides électrifiés sont aussi, eux, très coûteux. Donc on n'a pas encore la bascule, finalement, vers les énergies alternatives. Non, c'est vrai que le grand défi qui est fixé aux constructeurs par ces légitimes pressions sur les contraintes environnementales, c'est effectivement d'investir. Vous citiez tout à l'heure des chiffres là, de 29 milliards de recherche et développement sur 5 ans. Pour le groupe Volkswagen, c'est 12 milliards par an. Donc le groupe Volkswagen seul investit 12 milliards tous les ans dans la recherche et le développement. Alors ça, c'est dans le monde. Hein. C'est dans le monde. Ouais. Et oui, mais il faut savoir qu'on fait aussi beaucoup travailler l'industrie automobile française. On représente entre un quart et un tiers du chiffre d'affaires des 3 fournisseurs que vous avez cités, là, Faurecia, Valeo, Plastic Omnium. Donc on fait travailler aussi les équipementiers français. Alors on est sur effectivement les questions de motorisation d'avenir, et on rappelle bien que le diesel n'est pas mort. Et ça, on a eu vraiment un diesel bashing en France et peut-être dans d'autres pays en Europe, probablement en Allemagne aussi. Une prospective, Éric Champarneau, donc on avait tout à l'heure un chiffre important, hein, entre 30 et 45% d'équipement en véhicule, enfin d'immatriculation de véhicules diesel à l'avenir. Est-ce que vous avez un détail sur les diesels hybrides, les diesels électrifiés? Oui, absolument. Toujours sur le même horizon et en fonction des scénarios. Le scénario, c'est la régulation, la réglementation qui va être mise en place, le prix des carburants, les comportements de mobilité automobile. Parce que c'est PSA qui avait lancé ces diesels électrifiés finalement avec les... Absolument. J'ai oublié le nom. Avec des véhicules hybrides diesel. Voilà. Oui, alors ce sera moins porteur l'hybride diesel que l'hybride essence. C'était la 508 RXH. Voilà. Absolument. Mais on a dans nos projections sur le même horizon 2020-2025 entre 1 et 4%. Entre 1 et 4% de ces véhicules. Voilà. Donc on aura vraiment du diesel pur jus, si je peux m'exprimer ainsi, mais ultra dépollué, à côté de motorisation essence également extrêmement performante. Et puis bien sûr les hybrides, l'électrification des véhicules. Et je vous invite, chers internautes, à venir sur cette édition 2016 du Mondial parce que les nouveautés en termes de véhicules hybrides sont majeures. En termes de véhicules électriques aussi, les autonomies augmentent. Venez également rendre visite au stand Volkswagen qui est situé, Jacques Rivoal, vous allez nous le rappeler. Dans le hall 4. Dans le hall 4 et qui prend une bonne partie du hall 4. On ne peut pas le louper. Oui, avec nos marques. Il y a Seat, Skoda, Audi et puis nos Porsche également. Merci à vous, Éric Champarneau. Alors, François Rodier, porte-parole du CCFA, du Comité des constructeurs français d'automobiles. Cette édition du Mondial 2016 vient apporter finalement un démenti formel à tous les autophobes, à tous les turiféraires de la voiture à eau, finalement, pour éviter toute pollution. Il se présente très bien, ce Mondial. Oui, il se présente bien. Je crois que si vous êtes agoraphobe, si vous êtes autophobe, ne venez pas. Il y a beaucoup de monde. C'est vraiment extraordinaire et on voit beaucoup d'amoureux des voitures. Et je crois qu'on était parti dans une idée d'un mondial 2016 un peu de transition. En fait, on est dans un mondial de révolution. Comme l'a dit Jacques Rivoal, on voit des sociétés premières au monde développer leur nouvelle stratégie en utilisant le média salon. On voit des sorties de véhicules qui sont faites au mondial, une débauche d'outils marketing, de connectivité, de liens one-to-one avec les consommateurs. C'est vraiment impressionnant. Le salon a vraiment changé. Et vous le voyez aussi au personnel qui est sur le stand. L'image de la jolie pin-up jupe fendue qui donnait des brochures, c'est terminé. On a des jeunes qui sont tous diplômés d'école de commerce, qui ont leur tablette. Oui, qui sont hyper briefés. Qui sont hyper briefés et qui viennent prendre des clients dont je rappelle notre dernière étude donnait qu'un quart des clients allaient acheter une voiture dans les 6 mois. Donc c'est des gens qui sont en décision finale et qui viennent se renseigner.
avec tout ce que j'entends, je pense qu'on est à beaucoup plus qu'un quart des clients, peut-être même un tiers. Hein. Donc on a partout, même sur les marques de luxe, des commandes, des ventes de voitures. Donc c'est vraiment très intéressant cette année. Oui, et notre confrère l'Argus de l'automobile a publié dans sa newsletter d'hier soir donc une information sur les commandes, enfin sur les intentions d'achat. Il paraît que ça cartonne. Ça cartonne. Je crois que les vendeurs sont en train de travailler énormément. On voit que les financières, donc les captives financières, les banques tournent aussi. Donc c'est très bien organisé chez nos exposants. Vraiment, c'était le mondial où il fallait être. Hein. Et je crois que c'est une dimension un peu cachée auparavant du salon. Certes, vous avez l'aspect marketing, bling-bling du salon, mais enfin, il ne faut pas oublier la réalité, on est quand même là pour vendre des voitures. Là, c'est vraiment important. Il y a beaucoup de nouveaux modèles qui sont lancés. Le nouveau Tiguan, le nouveau 3008, la nouvelle gamme Renault, tout ça fait que vous avez un attrait pour ces véhicules qui ont été vus dans les médias, pas forcément vus dans les concessions. Et là, on vient comparer, en une demi-heure, vous pouvez comparer les 3 ou 4 modèles qui vous intéressent. On peut faire son marché en 2 heures sur le mondial. On fait son marché sans petit panier et on trouve vraiment tout ce qu'on veut. Donc c'est vraiment très intéressant. Alors l'autre point, et là aussi c'est pour ça qu'on parle de mondial de révolution. Ce sont les nouvelles mobilités. Ce sont les nouvelles mobilités. Alors là, ça va aussi vite que le monde actuel des nouvelles mobilités. C'est qu'en fait on avait ouvert la porte à de nouveaux acteurs, que ce soit des gens qui sortent des produits de véhicules connectés ou sur les usages des véhicules. Et là, on voit qu'on a une explosion complète avec des stands qui sont extrêmement fréquentés. On a eu une approche, je dirais un peu traditionnelle, de monter un symposium avec une société qui s'appelle Connectors, qui travaille avec des startups. C'était génial, on avait plein de choses, des choses nouvelles. Il y avait une cinquantaine de startups aussi. Une cinquantaine de startups au forum, voilà. Donc, au forum de l'innovation, voilà. On voit qu'on est entré dans un monde à part. Alors, c'est difficile à gérer, parce qu'effectivement... oui, parce qu'on a une cohabitation. On a une cohabitation. Et alors, vous avez fait ce choix d'ailleurs d'implémenter le mondial avec un peu partout ces opérateurs. Absolument, on ne peut pas les parquer dans un coin, sachant que... C'est pas un zoo. C'est pas un zoo, sachant que ce sont des modes de fonctionnement qui sont très différents. Et on le voit aussi dans l'entreprise, où on essaie d'intégrer tous ces gens, tous ces modes de start-up. Bon, des fois c'est très amusant, parce que lorsque vous avez les vieilles directions des ressources humaines qui ont affaire à des gens qui sont capables de travailler 36 heures sans s'arrêter, mais quand il y a le Paris Japan Manga Week qui disparaissent pendant 2 jours, on va poser la question, pas facile à gérer. Voilà. Et on sait que la puissance et le futur de notre industrie, de notre salon, ce sont ces gens-là qui vont nous aider. Alors justement, puisqu'on parle de nouvelle mobilité, découvrons un nouvel opérateur de mobilité qui révolutionne les trajets domicile-travail. C'est dans la conso. Julien Honard, vous êtes cofondateur d'une start-up nommée WazeUp. Alors vous avez eu l'idée de réinventer finalement le covoiturage en entreprise. Expliquez-nous. Exactement, donc en fait on vous permet de partager votre trajet pour aller au travail. Rapprochez bien le micro pour qu'on vous entende. Alors voilà, on vous permet de partager votre trajet pour aller au travail avec pour ambition d'en faire un vrai moyen de transport au même titre que la voiture individuelle, aussi flexible et aussi fiable. Alors ce matin sur votre site internet, car j'y suis allé, vous proposiez 54 146 trajets dans presque toute la France. Vous avez une couverture nationale. Voilà, donc on est le plus grand réseau de covoiturage domicile-travail de France. Il y a plus de 50 000 trajets proposés sur la plateforme et on fonctionne en fait par réseau en densifiant des zones d'activité, en vendant en fait la solution à des grands employeurs. Donc on est présent sur 10 zones d'activité. Donc à des grandes entreprises. Exactement. Oui. On avait justement commencé alors il y a 3 ans avec le Technocentre Renault, plus de 10 000 collaborateurs sur le Technocentre, plus de 1000 sont inscrits sur la plateforme et partagent leur trajet. Et du côté de Villers-Cotterêts, le siège du groupe Volkswagen, vous avez dealé ensemble ? Écoutez, je ne crois pas encore, mais pourquoi pas. Nous, on a déjà développé notre propre service de covoiturage pour nos collaborateurs, mais c'est vrai qu'on est tout à fait ouvert à s'ouvrir à cette nouvelle forme d'économie collaborative. Donc, si vous l'avez fait avec Renault, on doit pouvoir le faire avec Volkswagen. Effectivement, on n'a pas d'exclusivité, on va en reparler. Ah bah c'est bien, vous avez été intelligent en termes de commerce. En quoi WazeUp est-elle différente de Blablacar, par exemple ?
Alors Blablacar propose de covoiturer sur les trajets longue distance de ville à ville, principalement pour des trajets loisirs. La moyenne du kilométrage chez eux, c'est 330 km. Chez nous, on est à 30 km, avec aujourd'hui quand même une surreprésentation de l'Île-de-France. Donc petit à petit, on va à mon avis arriver plutôt vers 25 km. Et une application qui est complètement dédiée à ces trajets-là, avec des besoins absolument différents. C'est pas les mêmes besoins, je crois avoir compris qu'effectivement, vous pouvez avoir des covoitureurs et non pas des covoiturés, qui peuvent être un peu flexibles sur leur horaire pour revenir du travail le soir notamment. C'est pas la même chose sur Blablacar. Hein. Exactement. En fait, Blablacar, vous partez en week-end, donc vous n'êtes pas forcément à la demi-heure près, ni au détour près. Sur WiseUp, vous allez au travail, donc on vous propose des covoitureurs sur votre trajet à vous, sans détour, ou à moins de 5 minutes. On vous permet de vous réorganiser dans la fin d'après-midi pour que vous puissiez rentrer pas forcément avec votre conducteur du matin, mais celui qui repart à l'horaire qui vous convient. Et l'application gère tout ce matching dans la fin d'après-midi. Et puis on vous permet aussi de partager vos frais facilement, puisque vous êtes entre collègues ou entre personnes d'entreprise voisines, et donc vous n'êtes pas là pour faire des comptes ou vous échanger de la petite monnaie, tout est géré par l'application. Il y a le porte-monnaie électronique derrière, Exactement. effectivement. Et vous affirmez qu'en étant conducteur, on économise jusqu'à 2000 € TTC sur le budget automobile annuel ? Oui, on est sur une base de 10 centimes du kilomètre par passager. Donc si vous prenez un passager, vous remboursez vos frais de carburant. Si vous prenez 3 passagers, eh bien vous remboursez quasiment intégralement les frais de votre véhicule. Alors on rappelle juste le cadre fiscal des revenus que procure l'économie partagée. On a une tolérance de la part de l'administration fiscale, mais elle n'est pas illimitée. Hein. Bien sûr, on est en France. Voilà, donc on a eu une bonne nouvelle là à la fin de l'été avec une note administrative qui maintenant est très claire sur le fait que le covoiturage et le covoiturage domicile-travail est défiscalisé. Donc vous n'êtes pas imposé sur le revenu sur le partage de frais que vous faites sur WiseUp. Parce que c'est utile, effectivement. Merci beaucoup, Julien Honard. Je vous propose tout de suite de changer de sujet, comme on dit, sans transition à la télévision, et de vous parler de tous les professionnels qui composent la filière automobile. Ça, c'est l'engagement de Good Morning Mondial. Et ce matin, un coup de projecteur sur les pros qui utilisent les véhicules au gaz naturel. Le biogaz, c'est dans les pros. Avec vous, Gilles Durand, vous êtes secrétaire général de l'AFGNV, comme gaz naturel véhicule. On a presque tendance à croire que le GNV, c'est fini. Mais vous dites que non, et en plus vous êtes exposant sur le Mondial 2016. Vous défendez ce carburant parce qu'en réalité, il pollue très peu. Décrivez-nous tout d'abord la filière du gaz naturel véhicule. Bonjour. Oui, alors la filière du gaz naturel véhicule, c'est une filière qui a doublé le nombre de ses adhérents en 3 ans, du fait justement du lancement très rapide de ce nouveau carburant qui présente des avantages que je vais exposer tout à l'heure. Alors dans la filière, nous avons d'abord des constructeurs de véhicules. On a quasiment tous les grands constructeurs de camions. Nous avons quelques constructeurs de véhicules légers également. Et puis nous avons bien entendu des énergéticiens. Il y a 3 ans, nous avions un seul énergéticien qui proposait une solution carburant gaz. Aujourd'hui, nous en avons plus de 12. Donc aujourd'hui, l'offre carburant est en train de se développer. Oui. Nous avons bien évidemment des collectivités locales également. Alors je voudrais savoir précisément combien de véhicules aujourd'hui sont équipés au biogaz en France. Combien circulent? Quel est le parc? Alors aujourd'hui, il y a 13 000 véhicules qui 13 000, circulent. c'est pas beaucoup. Hein. Non, c'est très peu, mais c'est un chiffre qui évolue très vite, et en particulier dans le domaine du transport de marchandises et Oui, du transport de voyageurs. Oui, c'est ça, parce que les applications sont finalement très nombreuses et peu connues de vous, cher public. Pour les véhicules industriels, on a les camions lourds, on a les bus, on a les engins de voirie, par exemple, les bennes à ordures ménagères de la ville de Paris, et pas seulement. Hein, il y a plusieurs villes en France qui s'équipent au biogaz. Oui, tout à fait. Alors par exemple, à Paris, il y a 80% des bennes à ordures qui collectent les déchets ménagers avec des véhicules qui roulent au gaz naturel. Alors, peut-être en 2 mots ce qu'est le gaz naturel véhicule. Oui, parce qu'on disait pollue très peu, mais voilà, prouvez-le, exactement. votre honneur. Donc, par rapport au carburant classique, le gaz naturel permet de réduire quasiment à 0 les particules et de réduire de moitié les oxydes d'azote. Voilà, donc ça c'est déjà pas mal. Mais en plus, quand on parle à la version renouvelable du gaz naturel, qui est le biogaz, donc c'est le gaz qui est issu de la méthanisation des déchets. Donc on valorise en fait des déchets qui soient ménagers, qui soient agricoles, agroalimentaires. Donc on produit un biogaz qui permet quasiment de rouler en émettant pas de CO2.
Ça, c'est quelque chose de passionnant parce qu'on utilise nos propres déchets pour les recycler dans un carburant qui lui-même va être extrêmement, finalement, peu émetteur. Exactement. Et donc, avec le biogaz, on est sur un carburant alternatif qui est très complémentaire de l'électrique, puisque dès qu'on a besoin d'emporter des charges un peu importantes, l'électricité aujourd'hui est limitée en matière d'autonomie, et alors qu'avec le biogaz, on a des autonomies identiques à celles des carburants classiques. Oui, en fait, c'est ça la nouveauté, c'est le biogaz. Le GNV, c'était la génération d'avant. Le biogaz, c'est en quelque sorte la nouvelle génération. Un camion qui roule au biogaz, un camion lourd, émettrait 2 fois moins de CO2 qu'une Toyota Prius. Est-ce que c'est vrai? Oui, alors en tout cas, nous avons des clients de la filière que sont des sociétés comme par exemple Castorama, Ikea, Biocop, livrent dans Paris avec des véhicules qui fonctionnent au biométhane, donc avec des véhicules qui n'émettent quasiment pas de CO2. Ouais. Et ils ne pourraient pas le faire avec des véhicules électriques. Alors si on en vient aux clients particuliers maintenant, parce qu'on a bien compris les applications professionnelles, il y a un défaut pour les clients particuliers, c'est ce qui a fait d'ailleurs l'insuccès du GNV, c'est la faiblesse du nombre de stations-service. Oui, tout à fait. Alors il est clair qu'aujourd'hui c'est une filière qui est en émergence. Donc c'est une filière qui démarre sur le véhicule industriel. Chaque année, là, depuis 3 ans, on double le nombre de véhicules industriels qui sont immatriculés. C'est vraiment une progression très très forte. Alors ça, c'est le marché du GNV, du biogaz. Voilà ce qui fait très plaisir à nos adhérents constructeurs de camions. Oui, mais ça fait également plaisir à nos adhérents énergéticiens qui peuvent aujourd'hui développer des stations qui vont devenir assez vite rentables. On a aujourd'hui une quinzaine de stations dédiées aux poids lourds qui ont été ouvertes là dans les 2 dernières années. Et on va aller jusqu'à 150 stations d'ici 2020. Et ce marché-là, du poids lourd crée des stations, permet de créer des stations, et ces stations seront ensuite utilisables par les particuliers. Ouais. Voilà, mais ça, on le voit à un horizon un petit peu plus lointain. Un petit peu plus lointain. Juste une question piège pour vous, Jacques Rivoal, très rapidement. Les véhicules de la gamme Volkswagen équipés enfin équipables en GNV plus exactement, ou équipés d'origine. On est un des rares constructeurs à offrir cette solution. On a une gamme GNV, donc on offre aujourd'hui la Golf, le Caddy. Donc on a même équipé les pompiers de Paris vont rouler en Volkswagen au gaz. Et sur le salon, on propose également l'A3 d'Audi, donc qui je crois d'ailleurs est fortement le seul véhicule exposé sur le salon roulant au GNV, j'ai vérifié. Oui, c'est ça. Chez nous, il doit y avoir le Caddy et l'A3 qu'on peut essayer. Ouais. Voilà, c'est important effectivement d'aborder ces sujets. Merci à vous Gilles Durand. Vous êtes exposant sur le mondial, donc rendez-vous sur votre stand. Dans quel pavillon? Alors c'est dans le hall 3 et c'est le stand 216. Et nous avons d'ailleurs sur le stand exposé non pas un véhicule lourd, non pas un véhicule léger, mais un véhicule de course qui devrait courir au Mans avec une version biométhane. Et donc, ça permettrait d'avoir des courses automobiles sans émission de CO2, ce qui serait quand même un succès. Oui, effectivement. Il n'y a pas que le véhicule électrique, il y a aussi le véhicule au biogaz. C'est une bonne idée, en tout cas, à soumettre aux organisateurs. Merci à vous, messieurs. Le biogaz, c'est bien sûr un bon plan, et nous en avons d'autres à vous présenter. C'est justement dans les bons plans. Et le premier des bons plans de ce mondial, c'est évidemment la découverte des 80 nouveautés, pas une de moins, dont une vingtaine de premières mondiales. Alors suivez-nous dans notre visite et découvrez en images quelques-uns de ces nouveaux modèles. Suzuki nous fait découvrir sa nouvelle compacte, l'Inis, un petit crossover urbain proposé en 2 ou 4 roues motrices, équipable d'une boîte automatique. Malheureusement, l'Inis ne peut pas être essayé sur le salon. Le SX4 S-Cross a également été repensé, en particulier la garde au sol, la calandre et les phares. A noter également l'ajout d'une nouvelle motorisation turbo-essence. On part ensuite en Italie sur le stand Alfa Romeo pour découvrir la nouvelle Giulia, proposée en 2 ou 4 roues motrices, Q2 et Q4, avec également la méchante Quadrifoglio et ses 540 chevaux. Une machine faite pour les sensations, hautement personnalisable pour en obtenir la meilleure expérience. Toujours en Italie, Fiat nous propose son interprétation moderne de la mythique 124 Spider, un retour aux sources qui a été réalisé en collaboration avec Mazda pour obtenir les meilleures sensations d'un roadster mais à l'italienne. Une édition spéciale de la Fiat 500 est présente sur ce salon, la Riva,
une finition élégante et très Dolce Vita qui se base sur une peinture bleu marine, un tableau de bord en bois d'acajou et bien évidemment un toit ouvrant, tout ça pour nous faire penser à l'emblématique bateau italien. Abarth révèle la nouvelle 595 Competizione, plus agressif que jamais. On y voit l'installation d'un nouveau pot Record Monza, un différentiel à glissement limité mécanique unique pour une citadine, des sièges Sabelt en carbone, un turbo, une citadine très impressionnante. On quitte ensuite le pavillon 1 pour se rendre dans le hall 3 et rejoindre le constructeur Honda qui nous bluffe avec la dernière Civic Type R, un véritable monstre de 310 chevaux, meilleur temps au Nürburgring dans sa catégorie, traction la plus rapide du monde. Elle est pourtant complètement dans son élément quand il s'agit de la vie de tous les jours. Une prochaine version est prévue pour 2017, un prototype est présent sur le stand. On avance ensuite chez Toyota pour rencontrer le très attendu CHR qui a déjà reçu plus de 300 commandes depuis le début du salon. Un départ explosif pour le nouveau SUV du constructeur asiatique. On termine chez Opel qui cette année pense 100% écologie avec un modèle phare, l'Ampera E, qui a été entièrement repensé en donnant la priorité à la compacité du châssis et du moteur électrique et avec un design moins futuriste et plus passe-partout. Elle bat tous les records parmi les véhicules électriques avec 500 km d'autonomie. Le Moka X se présente avec son restylage, en particulier sur la face avant, avec des phares LED pour un nouveau regard et également des ajouts de connectivité. Et oui, venez nous rendre visite tous les jours jusqu'à 20h. C'est également nocturne jeudi et vendredi prochain jusqu'à 22h, porte de Versailles à Paris bien sûr. Merci de votre attention. Merci à vous, Jacques Rivoal, Gilles Durand et Julien Honard pour avoir été nos complices sur Good Morning Mondial. À 11h, mon complice Laurent Meillot et Autotechno. Bye bye et à demain sur Good Morning Mondial.